Contact ok, préchauffage ok. Qu'est-ce qui t'arrive, Pierre-Jean? T'es tout gris? Ah bah écoute, ça c'est un des effets secondaires du voyage dans le temps. Mais t'es où? Tu fais quoi? Ah bah là, je me retrouve en 1944 à bord de ce DC-3 et je m'apprête à larguer des parachutistes américains au-dessus de la Normandie. C'est pas la porte à côté. Ah bah justement, faut pas que je sois en retard. Démarrage des moteurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol, une émission qui va vous montrer qu'Einstein avait raison, le temps est relatif, le passé, le présent et le futur vont donc se mélanger aujourd'hui et le temps va même parfois se compresser, jugez plutôt. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Bon, maintenant que les avions sont en place, on va enfin pouvoir lancer le sommaire. Un avion très pointu, un autre beaucoup plus rond et un autre carrément ventripotent. À découvrir l'histoire de ces trois avions qui ont marqué l'épopée de l'aéronautique. Il recherche les sites de crash pour reconstituer leur histoire. Son métier, archéologue aéronautique, une passion au service de la mémoire des pilotes. Enfin, c'est le plus vieil aéronef de l'histoire. Comme Pilâtre de Rosiers en 1793, nous volerons nous aussi dans une montgolfière au cours de ce numéro. Une bulle design à quelques hectomètres des usines Airbus, une dentelle architecturale et un hall immense. Bienvenue ici à Aeroscopia, le nouveau musée de l'aéronautique qui vient d'ouvrir ses portes à Toulouse. Un musée que nous allons visiter de fond en comble au cours de cette émission historique donc, mais avant de nous intéresser à l'histoire des avions, penchons-nous sur celle de ce musée et c'est à l'intérieur avec notre premier invité. Jacques, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, avant de parler de l'histoire du musée, racontez-nous où sommes-nous et quel est l'intérêt de cet avion par rapport à l'histoire de l'aéronautique toulousaine? Nous sommes dans l'A300. Cet avion a été le 238e A300 fabriqué à Toulouse. Et c'était les débuts de l'épopée d'Airbus. La famille A300 est la première famille d'Airbus. C'est celle qui a permis le succès d'Airbus. Alors celui-ci, cet appareil-ci, était sur le point d'être ferraillé en 2005. Il a été racheté pour 1 euro symbolique, puis sauvé. La cabine était vide. Il a fallu retrouver des équipements, des sièges économiques, business, dans la partie où nous sommes. Puis ensuite décider d'aménager le fond de l'appareil, qui réservera aux visiteurs quelques surprises. Cet appareil était bien sûr naturellement destiné à ce musée. Alors, un musée qui est né il y a peu de temps, mais dont l'idée remonte à déjà 2008-2009. Expliquez-nous comment est-ce qu'est née, a germé l'idée de ce musée de l'aéronautique ici à Toulouse. En 2008, le projet était déjà avancé. L'idée originelle de ce musée remonte à il y a 30 ans quasiment. Et ce sont les pionniers et parmi eux les ingénieurs de Concorde qui avaient dit il faudra un jour que Toulouse ait son musée de l'aéronautique. Depuis, Toulouse est devenue la capitale européenne de l'aéronautique, donc ce projet avait complètement du sens. Et à partir de 2007, puis 2009, puis 2011, première pierre, il est devenu progressivement une réalité. Est-ce que ça a été facile à monter? Parce que j'imagine que ça coûte des sous, même si cet avion-là n'a coûté qu'1 euro à l'achat. Ça a été d'abord un projet où il a fallu fédérer les différentes volontés de chacun. Il y avait et il y a toujours beaucoup d'associations
qui s'occupe de la préservation aéronautique à Toulouse, c'est naturel. Il fallait un projet qui permette de mettre à l'abri des avions emblématiques, l'A300, le Concorde, le Guppy et plusieurs autres. Alors justement, vous êtes le monsieur mémoire d'Airbus. En quoi ce musée est important pour un avionneur aussi important qu'Airbus? Airbus est né il y a à peu près 45 ans. C'est un âge où on commence à s'intéresser un peu à ses origines, à son futur. Et dans la vie, pour savoir où on va, il est toujours bon de temps en temps de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et savoir d'où on vient, se rappeler d'où on vient. Donc l'idée d'Airbus, c'est de dire nous devons préserver notre patrimoine historique, c'est nos racines ADN, et nous devons le valoriser, le mettre en scène pour permettre aux nouvelles générations de voir quelle a été l'évolution, quelles ont été les évolutions des technologies, des matériaux, de l'aérodynamisme des formes des avions, c'est important. Donc cet outil, ce musée Aéroscopia, est un outil pédagogique. Ce n'est pas seulement un lieu de conservation, c'est aussi un trait d'union pour les générations futures. Je crois que de manière technologique, à une époque où on se moquait un petit peu de ce qui avait été fait avant, les esprits ont changé aujourd'hui dans l'industrie aéronautique? Alors on va dire que les évolutions sont telles que oui, il y a une prise de conscience sur la nécessité en permanence de dire bon, pourquoi fait-on les choses comme ça aujourd'hui? Comment les faisait-on autrefois? Pourquoi ou comment sommes-nous arrivés à faire des avions en carbone alors qu'il y a un siècle on les faisait en bois et en toile? Entre-temps, il y a eu l'aluminium. Donc c'est toujours important de voir ces évolutions des techniques, les formes aérodynamiques aussi. Nous sommes dans un A300, c'est un biréacteur long courrier. Aujourd'hui, nous lançons l'A350. Dans quelques jours, nous aurons livré le premier exemplaire de l'A350. C'est un biréacteur long courrier. Entre ces deux produits qui se ressemblent un peu physiquement, il s'est écoulé 45 ans d'innovation technologique. C'est à ça que sert aussi un département patrimoine et histoire dans une entreprise. Merci beaucoup, Jacques Rocca. Avec plaisir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de ce Concorde pour un vol supersonique de quelques petites minutes au cours duquel vous allez pouvoir survoler l'aéronautique toulousaine et notamment 3 des avions les plus importants dans son histoire. Penchez-vous sur votre gauche, je suis sûr que vous allez les reconnaître. Des avions de légende. Ils attendaient depuis des années qu'on les mette à l'abri. Ce matin, les techniciens d'Airbus mettent la dernière main au Concorde. Ils purgent les amortisseurs pour le stabiliser et permettre son accès au public dans quelques jours. Comme il y a 50 ans, Michel Rétif, ingénieur mécanicien navigant d'essai, est toujours là quand son avion doit raconter leur histoire. Là, je suis chez moi. Il y a quelques années quand même. Hein. Ouais. Vous retrouvez bien chaque fonction, chaque instrument? Ah oui, tout à fait, oui. Là, la régulation d'entrée d'air, les moteurs, là. Hein, la pressurisation, conditionnement d'air, l'électricité et l'hydraulique. Et là, tout le carburant. Et le carburant, c'était très important dans le Concorde. Ah, absolument, oui, absolument. Parce que le carburant, outre l'alimentation des moteurs, servait à équilibrer l'avion, car le centrage subsonique est plus avant que le centrage supersonique. Et il nous fallait donc transférer du carburant de l'avant à l'arrière de l'avion. J'ai pratiquement fait, en tant que membre d'équipage, tous les vols à cette position. Combien d'heures à ce poste de travail? Sur le Concorde, je crois que j'ai environ 1300 heures d'essai. C'est un avion dans lequel j'avais une confiance absolue. Ça, je connaissais bien les systèmes. L'avion, c'est un très bon avion. Et en particulier celui-ci, le 1 de série, n'a jamais donné de problème. Depuis toujours, l'Académie de l'Air voulait présenter ce monument historique. Il a dû être réaménagé pour le public. L'objectif, évidemment, du choix de cet avion à l'intérieur du musée, c'est que l'avion 1 a la particularité d'avoir une installation d'essai en vol et puis aussi l'aménagement cabine président de la République. Donc c'était ça qui était intéressant de mettre en valeur dans l'avion. Mais effectivement, dans la partie essai en vol, l'aménagement était tel que
on ne pouvait pas passer, avec les normes de sécurité des musées, des fauteuils roulants. Et donc il a fallu faire des modifications tout en gardant l'esprit de l'installation d'essai en vol. À 2 pas du Concorde, l'A300B. Sans les progrès technologiques du supersonique, la saga Airbus n'aurait pas eu lieu. Mais c'est au moment de sa mise en service que tout a basculé. Et la mise en service auprès d'Air France nous a servi parce que jusqu'à présent on était totalement inconnus, les gens nous regardaient d'un air totalement dubitatif. Qu'est-ce que c'est que cet avion? Qu'est-ce que c'est que cette entité franco-allemande? Est-ce que ça va durer? Et le fait que l'avion entre en service, que les clients puissent après, ou les futurs clients puissent aller voir un opérateur qui leur explique comment ça va, comment ça tourne, c'était extrêmement important. Cet A300 a été réaménagé pour permettre au public, par transparence, de voir les systèmes, les équipements de l'avion. Plancher et plafond en verre permettent de voir les câbles et les structures de l'appareil. Le Super Guppy. Il préfigure dans les années 70 ce que sera aujourd'hui le Beluga. Dérivé d'un ravitailleur américain, le KC-17, il servait au transport des tronçons de la fusée Saturne V avant qu'Airbus n'ait eu l'idée de l'utiliser pour acheminer à Toulouse les tronçons de fuselage et de voilure. Quand il fallait 3 semaines de Brême à la chaîne d'assemblage, le vol se réalisait en 3h30. Il va y avoir 4 avions fabriqués, 2 aux États-Unis. Le numéro 1 et le numéro 2, c'est celui qui est là. Et puis il y en aura 2 autres, le 3 et le 4, où là, Airbus va racheter des fuselages de KC-97, va les amener en Europe au Bourget, et c'est la société UTA qui va fabriquer le numéro 3 et le numéro 4. Il a même failli y avoir un numéro 5. Ces piliers de notre industrie aéronautique sont désormais sauvés. Ils apporteront pendant longtemps le témoignage d'une épopée industrielle et humaine sans équivalent. Et qui dit musée de l'aéronautique dit vieux avions. Et croyez-moi, là ici, on est pile poil au bon endroit. Nous sommes sur les terres des ailes anciennes qui rassemblent un certain nombre de carcasses. Et nous attend Patrick Dabas, l'un des responsables de cette association. Bonjour, Merci Pierre-Jean. de nous accueillir. Alors, depuis quand cette association est née? Nous allons fêter nos 35 ans le mois prochain, D'accord, 35 ans d'activité au mois de février. autour de la récupération de vieux avions. Combien vous avez d'avions sur ce terrain ici? Alors nous venons de rentrer hier le 102e. 102 avions ici donc sur cette carlingue, dont 2 Nord Atlas, puisqu'il y en a un qui est juste là. Comment est-ce que vous récupérez ce type d'avion? Parce que la plupart sont des avions militaires. Bien, on fait des demandes déjà. Et puis ça traîne longtemps, donc Ouais. si bien qu'on a toujours un certain nombre de demandes en cours. Ouais. Et puis quelquefois ça aboutit, donc on nous dit tiens, on est d'accord, on vous cède tel avion. Alors maintenant, à vous de vous débrouiller pour venir le chercher, donc vous le démontez, etc. Aucune prise en charge, si vous voulez, de la part du donateur. Hein. D'accord. Et donc, voilà, même un avion donné, c'est un avion quand même qui est onéreux à récupérer parce qu'il y a le déplacement, le transport. Voilà. Le fait que le musée Aeroscopia ouvre à quelques dizaines de mètres d'ici, hein, est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour votre association? Alors, c'est une bonne nouvelle. Déjà, ça nous permet d'abriter un certain nombre de nos avions. Il y en aura une douzaine à l'intérieur. Absolument. Et ça nous permet d'avoir un pôle d'attraction plus important que celui que nous pouvons offrir. Quel est l'avion qui connaît le plus grand nombre de succès auprès des spectateurs qui viennent ici? Parce qu'il y a quand même des avions très prestigieux. C'est lequel qui plaît le plus? Alors je pense que vous prenez l'exemple du Crusader vers lequel on approche. Ouais. Bon, le bout des ailes replié, le système de ravitaillement en vol, la canne d'appontage, en fait tous ces éléments-là surprennent les gens. Donc les gens ont besoin d'être surpris en fait. Et bon, il y a des avions français. On passe devant le Mirage 3 là. Mais il y a aussi pas mal d'avions américains. On comprend que c'est pas facile d'obtenir des avions de chasse en France, mais des avions de chasse étrangers, ça va être encore plus dur. On a d'abord des avions, puisqu'on est à côté, Ouais. des avions russes. Hein. Ouais, aussi Voilà, des avions russes. Donc de MiG. Il y en a un qui a d'ailleurs fait le premier voyage commercial d'un Beluga, Ah, vous voyez. qui est revenu de Tchécoslovaquie. Ouais. Hein. Ensuite, les avions américains que nous avons sont des avions qui étaient basés en Europe en fait. Hein. D'accord. Donc on a récupéré soit en France, soit en Allemagne. Au démantèlement de l'OTAN, vous avez pu récupérer Exactement. ces avions. Exactement. Vous avez travaillé pour combien de décennies là Oh, à tout restaurer? plusieurs générations. Hein. Je pense que nos arrière-petits-enfants, s'ils
s'ils mordent au truc, Ils auront encore un peu de ils y travail. seront encore, ouais. Bon, est-ce que vous avez ici des avions qui se sont crashés, que vous avez récupérés au stade d'épave? Non, pas vraiment. Donc on a une épave qui est celle de l'Espadon qu'on avait récupérée sur un terrain de tir sur lequel les avions s'entraînaient à tirer, bon, qui est criblé d'impacts de balles et d'obus, mais on n'a pas vraiment d'avions crashés. Hein. Bon, ben en tout cas, vous allez découvrir un homme dont c'est la passion, redécouvrir des sites où des avions se sont crashés. Ça s'appelle de l'archéologie aérienne, une spécialité que vous ne connaissez sans doute pas, mais heureusement, Carnet de vol est là pour ça. Curieux, rigoureux, tenace, Gilles Colaveri réunit toutes les qualités nécessaires pour s'adonner pleinement à une passion insolite, celle de chercheur d'épaves. C'est exactement ici que l'avion est tombé, là. L'avion, c'est un De-Watine 520. Le 10 avril 1945, l'appareil s'écrase dans cette forêt à quelques centaines de mètres de la piste de Francazal. Il a fait demi-tour pour une raison qu'on ne connaît pas. Il est revenu, il a décroché, il est passé sur le dos, le pilote l'a rattrapé, il a continué sa descente vers l'axe de la piste et il a redécroché et il s'est écrasé. Grâce aux indices retrouvés sur place et à une enquête minutieuse, l'histoire du crash a pu être reconstituée 69 ans plus tard. Passionné d'avions depuis toujours, Gilles Colaveri est commercial chez ATR. C'est pendant son temps libre qu'il se consacre à ses recherches archéologiques. On passe des heures à nettoyer des pièces, on ne trouve rien. Puis un jour, on a un objet magnifique. Mais ce jour-là récompense tous les autres. Une passion dévorante, pourtant bien loin de l'amateurisme. L'analyse de la démarche, c'est historique, scientifique, archéologique et dans le respect des lois. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ma démarche, elle est structurée et conforme à la loi française. En 5 ans, Gilles Colaveri a accumulé les pièces d'une trentaine de crashs. Consciencieusement classés, les cartons peuvent révéler de vrais trésors. Ça, j'aime bien parce que, en fait, ce sont les vestiges d'un Latécoère 17. Latécoère, c'est un nom célèbre, mais il faut savoir qu'il n'y a plus un seul avion Latécoère complet en France. Il n'y a que des vestiges. Et à ma connaissance, les seuls vestiges de Latécoère qui restent, ce sont ceux-là. Parfois, même les pièces les plus simples livrent leurs secrets. Ici, on a les vestiges d'un De-Watine 520. C'est un avion qui a été piloté par un pilote français et après récupéré par les Allemands et repeint par les Allemands. Ici, vous voyez bien le rouge pétard et le jaune vif de Vichy. Et sur les pièces du dessous, le gris clair et le jaune pâle de la Luftwaffe. L'enquête ne s'arrête pas aux pièces récupérées sur le terrain. Il y a un aspect documentaire fondamental. C'est-à-dire qu'en effet, les archives nous disent beaucoup de choses et le challenge, c'est de trouver les archives qui vont bien. Pour le De-Watine 520, c'est grâce au rapport d'accident de l'époque que Gilles a confirmé ses hypothèses. Ce rapport d'accident localise avec précision l'endroit où l'avion est tombé. Et ça correspond exactement à l'emplacement où on a retrouvé ces pièces. Donc on a la certitude que les pièces qu'on a retrouvées correspondent à l'avion objet du rapport d'accident. Une fois toutes les incertitudes levées, l'autre partie du travail, c'est de faire part de ses conclusions aux familles. C'est le plus beau, c'est le plus émouvant, hein. C'est ce qui est plein d'émotions, c'est de voir la réaction des gens qui découvrent l'histoire de leur aïeul et qui sont très touchés, très reconnaissants. C'est rendre des gens heureux finalement. Le pilote du De-Watine s'appelait Georges Tulle. Son neveu est venu avec Gilles l'année dernière pour lui rendre hommage lors de l'inauguration de cette stèle, juste à côté du lieu de l'accident. De l'archéologie aéronautique à la restauration aéronautique, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir avec vous, Patrick. Merci de nous accueillir. Mais avec grand plaisir. Alors, on est au pied du Breguet de Pont. Tout d'abord, 2 mots sur ce Breguet de Pont. Alors vous êtes au pied d'un Breguet de pont de type Sahara. C'est-à-dire que c'est un avion qui a plutôt une utilité militaire que civile. C'est un quadrimoteur. C'est le dernier quadrimoteur à hélice fabriqué 100% français. Et cet appareil a été utilisé en partie par Air France et en partie par l'armée. C'est un appareil qui a une autonomie de 4000 km, qui est équipé de 4 moteurs à hélice de 2500 chevaux. Envergure combien? Envergure 40 mètres. Ah oui, c'est un gros avion. Longueur une trentaine de mètres. 2 étages, c'est donc la particularité technique avec une aile traversante.
Et c'est un appareil qui a, son dernier vol date de 1971, celui-ci, c'est le dernier ou l'avant-dernier de la série. Ici, ça fait combien de temps qu'il est en place et combien de temps qu'on travaille dessus? Je crois qu'il est arrivé en 1985. Et donc là, on le restaure actuellement très activement. Et là, on le restaure très activement depuis 3-4 ans où une nouvelle équipe est arrivée et elle s'est consacrée presque exclusivement à cet appareil. Quand vous restaurez, c'est à l'état neuf? On l'a pratiquement remis à neuf, avec une simple différence, on n'utilisait pas nécessairement les mêmes techniques de l'aviation, notamment sur les rivets. Parce que les temps ont changé. Les temps ont changé, c'est pas très utile et puis c'est beaucoup trop cher de mettre du rivet type aviation. Mais on restaure et on remet pratiquement à neuf. C'est-à-dire qu'à la sortie de la restauration, on pourrait imaginer qu'il puisse revoler? Non, jamais. 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 Malheureusement. On va s'intéresser fabrication. à votre travail plus précisément, Allez. à la tranche arrière, parce qu'on va voir les deux ponts, c'est très spectaculaire. Allez, venez, montrez-moi ça. Merci. Alors Patrick, c'est le fameux deux ponts. Alors à quoi ça servait ces deux ponts? C'est un avion mixte, un peu comme certains bateaux. Vous avez des passagers et du fret. Et cet avion était adapté pour transporter du matériel et transporter des passagers. Il a transporté des véhicules, il a transporté des chars d'assaut. Et il a transporté une pièce essentielle. Il a transporté l'aile complète d'un Mirage 3 lors d'un essai comparatif qui avait été fait en Suisse. Le Mirage 3 avait été abîmé sur le parking et il a fallu en urgence ramener de France une aile de remplacement et c'est cet appareil c'est le seul appareil français qui était capable de le faire. Alors comment est-ce qu'on rénove un tel appareil? Vous êtes combien ici à travailler sur cet avion et combien de temps vous allez encore travailler dessus? Alors on est une bonne quinzaine à travailler les mercredis, jeudis et une petite équipe le samedi. Il y a eu travail pour combien de temps? Ils ont du travail pour une durée indéterminée, je dirais, parce que... Il ne faut pas se décourager. Là, non, justement, on est tous des passionnés d'aviation. Aucun issu de l'aéronautique, ou très peu, même, je dirais même assez rare, sur les 12 ou 15. Comment vous arrivez à rénover un tel avion si vous n'êtes pas des spécialistes? D'abord, il faut aimer le bricolage, il faut aimer les avions, et puis il faut avoir des idées. Donc on se sert de modèles, de vieilles pièces. On va glaner à droite et à gauche les renseignements qu'il nous faut. Et on fait avec les moyens du bord, des moyens qui sont... je ne dirais pas limité, mais relativement limité. Bon, eh bien, écoutez, on vous remercie de toutes ces explications. On vous souhaite bien évidemment bon courage devant l'ampleur de ce chantier. Mais c'est vrai que c'est un très, très bel avion. Chantier. Merci en tout cas de nous avoir accordé quelques instants dans ce temps de restauration. Alors on va s'intéresser maintenant à encore plus loin que ce type d'avion, type Breguet de pont. On va s'intéresser aux montgolfières, car il faut le savoir, les deux premiers hommes à s'arracher de la gravité terrestre l'ont fait grâce à une montgolfière. C'était en 1783. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, ou plutôt de l'air chaud s'est développé dans les enveloppes. Découverte tout de suite dans Carnet de vol d'un vol en montgolfière. Le jour se lève à peine quand les pilotes de montgolfière arrivent sur le terrain. Après l'envoi d'un ballon pour déterminer la direction et la force du vent, place aux préparatifs où rien n'est laissé au hasard. Il n'y a pas de pliage particulier. Voilà, non. Vous allez voir, hein, on va déplier ça comme un gros saucisson. 4000 mètres cubes de voile, ça fait quelques mètres linéaires à déplier. Ça demande des muscles et parfois de l'entraide quand le ballon a des envies de liberté. Paul-Henri scrute le déploiement de la toile, moment le plus délicat de la préparation, puis largage de l'amarre. Merci les filles. Au revoir. Saint-Émilion se dévoile, petit village niché au cœur des vignes. Ça vient de Paul-Henri. Le rêve d'Icare est exaucé. Chaque vol est différent, chaque fois je prends un plaisir exceptionnel. Le contact des gens, des nouveaux passagers, leur émotion, tout ça fait que chaque vol est exceptionnel. La montgolfière pour moi est le meilleur compromis de liberté, environnement, tout ça. Pour moi le blanc c'est ce qu'il y a de mieux. On est à l'air libre, on sent les petits courants, les bruits du sol, on entend tout, on ne s'en rend pas compte mais on entend beaucoup les bruits du sol. Si la sensation de liberté est grisante, les dangers en l'air n'en sont pas moins présents. On voit les poteaux mais pas forcément la ligne, donc ça c'est un peu le danger des montgolfières. Même si on a de la bouteille, il faut rester humble par rapport à la nature. Si tu vois qu'il commence à avoir du vent, on trouve un terrain assez rapidement. Voilà, on n'essaie pas de faire durer le vol. Là on trouve un terrain et on se pose le plus rapidement possible. Entre les mains de Paul-Henri, la montgolfière joue avec les courants d'air, un exercice plus compliqué qu'il n'y paraît. Le ballon, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le temps de réponse, donc l'inertie du ballon, donc le temps de réponse entre le moment où on chauffe et le moment de réaction du ballon.
Après 1h30 à survoler les habitations ou à effleurer la cime des arbres, il est temps de se poser. Alors on cherche un terrain. C'est pas, voilà, c'est vrai qu'ici il y a beaucoup de vignes, mais là on est sorti un peu de Saint-Émilion et maintenant on se prend il y a des champs. Restez un petit peu sur les jambes. Et parfois, ça secoue un peu. On va rebondir un petit peu. Et merde. On va la remettre, ça n'est pas tout de suite, hein, parce qu'il faut qu'il se refroidisse un petit peu. Quand on se lève, c'est plus délicat, attends un petit peu. Mais là, c'était calme. Voilà, on reprend la route pour poser le ballon. Tu plies les guides, c'est bon. Pour Paul-Henri, rien d'anormal à se poser au milieu de la route. Il ne reste plus maintenant qu'à plier la voile. Voilà, notre voyage dans le temps à la découverte de l'histoire aéronautique est maintenant terminé. Si la thématique vous intéresse, je vous encourage vivement à venir ici visiter Aéroscopia. Dans un instant, la suite de vos programmes. On se retrouve bien évidemment le mois prochain et d'ici là, bon vol!